Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouveau type de vidéo, les recos de Soso. Je sais pas encore si ça va être le titre final de ce genre de vidéo, mais vous avez compris le principe. En gros, je vais essayer de faire des vidéos qui seront plus courtes, où je vous recommanderai soit un livre, soit un type de livre, soit un auteur. Là, en l'occurrence, je vais vous présenter un livre, donc qui est ma meilleure lecture de janvier 2025, et je vais essayer de faire en sorte que ce soit relativement plus court. Donc ma meilleure lecture de janvier 2025, c'est le tome 1 de la saga des 100 destins, donc Un destin ancré dans le sang, écrit par Daniel L. Jensen et publié en France aux éditions Bragelonne. Dans ce texte, on se trouve donc dans les contrées lointaines et froides du Nord. On est dans les Skaland, donc c'est l'équivalent des pays nordiques en fait du temps des Vikings. Et on va suivre donc notre héroïne Freya, qui a été mariée à 19 ans à un homme qu'elle aimait pas du tout, qui n'est pas un homme bien du tout. Mais voilà, elle a été mariée de force à cet homme-là parce qu'en fait, il avait les ressources nécessaires pour pouvoir subvenir aux besoins de la mère de Freya qui vit toute seule et qui n'a pas vraiment les moyens d'être indépendante et de pouvoir subvenir elle-même à ses propres besoins. Sachant que leur père, il est mort, je crois. Le problème, c'est que le mari de la dite Freya, il est pas très content d'elle parce qu'en fait, elle est pas capable de lui donner un fils ou un enfant. Parce que la petite Freya, voilà, elle a des rêves de guerrière, elle a des rêves de grandeur, elle a pas envie d'être une petite femme au foyer qui est soumise finalement à son mari. Donc elle a trouvé des petites techniques pour éviter de tomber enceinte, la Freya. Elle en a dans ses boulots. Et le problème, c'est que son mari, du coup, la trouve inutile puisqu'elle est incapable de lui donner un enfant. Donc là, elle a 20 ans, c'est un an après le début de son mariage. Donc effectivement, t'as pas d'enfant en un an en sachant que lui, il a l'air d'être au taquet sur l'histoire. Ça peut effectivement amener quelques doutes sur la fécondité de la dite Freya. Un jour, ce charmant monsieur va aller se plaindre donc au Jarl du village. Donc le Jarl, c'est le chef du village finalement. Il va aller se plaindre au Jarl en disant que il veut divorcer puisqu'en fait elle est incapable de lui donner un enfant. Donc elle ne sert à rien finalement. Le Jarl va accepter et il va dire ok, pas de souci, tu peux divorcer. Et donc elle, Freya, elle ouvre sa bouche, elle dit qu'elle veut être une guerrière, qu'elle veut pas être mariée, qu'elle veut pas d'enfant, et patati et patata. Donc le Jarl, qui s'appelle Snorri, va lui dire ok, tu veux devenir une guerrière, très bien, dans ces cas-là, vas-y, fais un match à mort avec mon fils. Le fils qui s'appelle Björn, qui est extrêmement fort, qui est un grand guerrier avec une grosse hache hyper vénère, et qui est aussi très très beau. Donc elle se dit match à mort, ok ça pue la merde mais c'est pas grave, on va tester. Donc elle se retrouve à faire un match à mort avec le fils du Jarl pour obtenir finalement sa liberté. Donc elle accepte quand même le match à mort, le match se déroule, mal pour elle, c'est pas vraiment une surprise. Sauf qu'au bout d'un moment en fait elle va être obligée pour sa vie de révéler ses pouvoirs. Parce que dans ce monde, ce que je n'ai pas précisé, c'est que lors de la procréation, donc les dieux de la mythologie nordique peuvent s'accoupler avec le couple en question et donner une goutte de leur sang à l'enfant qui va naître. Freya, elle a une goutte du sang de Heilin, je sais pas comment le prononcer, moi je le prononce Heilin dans ma tête, mais bref, qui est une divinité mineure basée sur la protection. Donc elle révèle son pouvoir qui prend la forme d'un voile protecteur en fait qui va toucher tout ce que elle touche. Donc là en l'occurrence c'est un bouclier. Elle va donc pouvoir se défendre de Björn puisque Björn lui sa hache est enflammée, il a le pouvoir du dieu Tyr. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc elle réussit à s'en sortir, sauf que le Jarl, Snorri quand il voit ça, il se dit purée, mais il n'y avait pas une prophétie qui disait qu'une Skjaldmo, donc une porteuse de bouclier, allait unir les peuples du Skaland? Il n'y avait pas une prophétie comme ça qui disait quelque chose comme ça? Donc lui, il voit l'opportunité pour lui de devenir roi, puisque pour lui, unir les peuples de Skaland, ça veut dire tous les Jarls et tous les petits villages vont être unis sous un seul roi, le roi de Skaland, qui est en fait finalement son but dans sa vie. Lui, il veut être roi, il veut avoir du pouvoir, il veut être important. C'est aussi pour ça qu'on avait toujours dit à Freya de cacher ses pouvoirs. En fait, ses proches connaissaient la prophétie et savaient qu'il fallait qu'elle se cache pour éviter d'être encore une fois la possession de quelqu'un pour les mauvaises raisons. Donc le Jarl Snorri, il fait ok, tu peux divorcer de l'autre con là, avec ses poissons.
Mais dans ces cas-là, tu deviens ma femme, deuxième femme by the way, tu deviens ma femme et grâce à toi, je vais devenir roi de Skaland, je vais unir tous les peuples et je serai le plus fort. C'était pas du tout le but de Freya. Elle voulait devenir une guerrière, elle voulait devenir indépendante, elle voulait avoir sa liberté, mais force est de constater que ce sera toujours pas le cas. La voilà retournée dans un deuxième mariage où elle va être obligée de prêter allégeance à Snorri et seulement à lui, ce qui fait qu'elle ne pourra pas le trahir. Et Snorri lui dit ok, donc par contre tout le monde est au courant de la prophétie, donc tu vas être cible d'assassinat, etc. Donc à ta protection, je vais mettre Bjorn. Vous voyez le truc venir là? Vous voyez le truc venir? Moi, je l'ai vu venir à 100 000 et j'ai adoré. Donc la voilà obligée d'être proche de Bjorn, le fils de Snorri, qui a l'âge d'être son père, Snorri. Donc voilà un peu le pitch principal. Donc les dieux vont la soumettre à diverses épreuves qu'elle va devoir surmonter à chaque fois, notamment grâce à l'aide de Bjorn, qui vont lui permettre d'apprendre à connaître ses pouvoirs et d'apprendre à les maîtriser. Le fait d'être une Skalmo, donc une porteuse de bouclier, et de pouvoir protéger en fait les autres avec son pouvoir, ça va vraiment être hyper important dans la suite de l'histoire. On nous dit aussi que une des plus grandes épreuves à laquelle elle va devoir faire face, c'est son attirance pour Bjorn, parce qu'effectivement, en fait, on sent bien qu'il y a une tension entre eux, et malheureusement, comme c'est la femme de son père, ça va être un petit peu compliqué pour ce genre de relation, quoi. Donc là, voilà, ça c'était vraiment le pitch général de l'histoire, donc que vous pouvez retrouver sur la 4e de couverture. Outre le fait que ce livre est très très beau, j'ai essayé de vous lister un petit peu mes pour et les contre de ce livre qui, je le rappelle, est mon top 1 de 2025 pour l'instant. Il est magnifique, il est beau, admirez-le. Magnifique, fantastique. Brajlon, ils ont l'art quand même de faire des beaux livres. Donc déjà, on part sur une histoire avec de la mythologie nordique revisitée où les dieux peuvent donner une goutte de sang à un enfant qui va naître pour leur donner une bribe de pouvoir. Ce que je trouve hyper bien fait, notamment dans ce roman-là, parce que la mythologie nordique, on en voit un petit peu, mais pas trop. Mais ce qui est super bien fait, c'est que c'est pas si rare finalement que des gens aient des pouvoirs des dieux. On va rencontrer notamment le pouvoir de Tyr avec Bjorn, on va avoir elle avec Heilin, un pouvoir d'une divinité mineure. On va avoir différents pouvoirs à différentes personnes, à différentes strates de la hiérarchie. C'est-à-dire que vraiment, il va y avoir des gens pas forcément importants qui vont avoir des pouvoirs des dieux. Donc ça montre vraiment que n'importe qui, entre guillemets, peut avoir des pouvoirs des dieux. Et ne pas forcément en faire usage dans la guerre finalement. Donc je trouve que c'est plutôt bien revisité, c'est une bonne idée et c'est bien mis en place. Ça peut arriver à tout le monde, ce que je trouve plutôt bien fait, parce que souvent on a tendance à avoir des histoires où finalement c'est une élite, c'est vraiment des gens choisis, des élus qui vont avoir ce genre de pouvoir un petit peu surhumain. Et je trouve ça un petit peu dommage des fois que ce soit toujours des élus et des machins. Et en même temps, on n'a pas trop de mythologie, ce qui fait que si on ne connaît pas forcément trop la mythologie nordique, on n'est pas perdu. Si on connaît un petit peu la mythologie nordique, notamment moi j'adore la mythologie, les mythologies, donc je connais un petit peu la mythologie nordique, on a des petits clins d'œil de temps en temps qui sont sympas à retrouver et qui font que la lecture, elle a ce petit truc en plus de « Ah ouais, ça je connais, donc je comprends, donc je sais ce qui peut arriver derrière ». Donc ça rend vraiment cette lecture encore plus intéressante, mais pas compliquée si on ne la connaît pas, ce qui est plutôt chouette quand même. Ensuite, on va aussi avoir des personnages qui sont forts et indépendants, notamment avec Freya, parce que Freya, c'est une femme dans un univers où les femmes, c'est juste des épouses finalement, des épouses et des mères qui n'ont pas forcément une indépendance ou une liberté qu'on peut leur accorder. Et je trouve que c'est bien parce que Freya, dès le début, c'est une femme capable. Genre vraiment, elle trouve des solutions pour ne pas tomber enceinte et pour ne pas rester accrochée à son premier mari. Elle trouve des solutions pour devenir une guerrière et améliorer ses pouvoirs. Elle trouve des solutions en fait finalement à tous ces petits problèmes, j'exagère, tout en rêvant d'indépendance et de liberté, ce qui fait qu'elle va vraiment réussir à être un personnage qui est intéressant seul et pas forcément dans un duo. On va vraiment avoir cette femme-là qui a 20 ans et qui rêve d'être une guerrière et qui va tout faire pour le devenir et qui finalement va y arriver dans une certaine mesure, mais en fait elle y arrive un petit peu à la sueur de son front finalement, parce que au début, jamais de la vie on aurait dit voilà, cette femme là qui est en train d'ouvrir des poissons, elle va devenir une guerrière. Jamais de la vie. À force de courage et de volonté et de mise en situation un petit peu dangereuse aussi des fois, notamment un combat à mort face à un mec qui a une hache enflammée, finalement en fait elle va réussir à atteindre ses objectifs, ce qui fait que
C'est vraiment une femme qui est forte et je trouve que vraiment elle est hyper intéressante à suivre parce qu'on évolue finalement avec elle dans cette quête d'indépendance. Je trouve que les personnages ils sont vraiment tous authentiques, ils ont tous ce petit quelque chose qui fait que on a envie de les suivre. On va avoir Björn en second personnage principal aussi qui est hyper intéressant. On va avoir son histoire avec son père, donc Snorri, qui s'est remarié avec une autre femme après sa mère. Sa mère, c'est hyper mystérieux. On nous dit qu'elle est morte dans des circonstances un petit peu cheloues. T'as vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. On voit qu'il y a une animosité entre lui et son père, donc le Jarl Snorri, mais on sait pas trop où ça va. On sent que ça fait partie de l'intrigue principale, mais on sait pas encore dans quelle mesure cette animosité, elle va être importante pour la suite de l'histoire. Et je trouve ça hyper intéressant de mettre des petits indices comme ça un petit peu partout. Ça nous donne vraiment envie de savoir en fait. Donc Björn, en plus de ça, c'est un personnage qui est hyper drôle. Vraiment, on sent qu'il est torturé, qu'il a eu une histoire compliquée, il a été enlevé quand il était petit, etc. Il a eu vraiment une enfance et une adolescence un peu compliquée de ce qu'on nous dit, parce qu'on le sait pas trop en fait, finalement, il en parle pas trop. Mais du coup, il se cache derrière cet humour permanent qui fait qu'il y a des situations entre lui et Freya qui sont hilarantes des fois, parce que elle est hyper sérieuse, elle veut devenir une guerrière, elle a un but dans sa vie, voilà, elle veut être indépendante, machin. Et t'as Björn qui est un guerrier hyper fort, hyper aguerri et qui va faire plein d'humour avec elle en se foutant un petit peu de sa tronche à chaque fois. Mais du coup, ça va vraiment alimenter cette tension entre eux et alimenter cette relation dans le bon sens, puisque finalement, ils se respectent énormément tous les deux. Björn, c'est un personnage qui est hyper attachant, il est hyper respectueux, il est hyper fort, il a beaucoup de très bonnes valeurs, mais en même temps, on nous dit qu'il a un passé torturé, qu'il a une face très sombre en fait chez lui et on sait pas ce que c'est et on a envie de savoir. Et je trouve ça aussi intéressant d'avoir un deuxième personnage principal qui donne autant envie de le connaître et pas que le personnage principal de Freya. Donc c'est vraiment un texte qui est assez engagé aussi parce que vraiment on suit ce personnage féminin qui rêve d'indépendance et je trouve que actuellement, voilà, dans nos sociétés où tous les droits des femmes sont un petit peu remis en question, je trouve que c'est important de rappeler que voilà, il y a des femmes qui sont capables, il y a des femmes grâce à qui on a obtenu des choses et c'est important de rappeler que voilà, il y a des femmes qui sont courageuses, qui n'hésitent pas à mettre leur vie en péril finalement pour obtenir ce qu'elles ont envie d'avoir, qui n'est pas non plus la lune, elle veut juste être indépendante, elle veut juste être libre, elle veut pas être attachée à un homme, elle veut pas être sans arrêt remise à sa place de femme, de condition de femme, elle veut être une guerrière, elle veut se battre et je trouve que c'est important aussi d'avoir ce genre de texte où voilà, le féminisme c'est pas la chose principale, mais c'est hyper important et c'est porteur finalement dans ce genre de texte. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce texte, c'est vraiment la tension qui monte, qui est alimentée sans arrêt de petits indices, de petites choses, de petites situations en fait à chaque fois qui vont faire monter la tension, monter un petit peu l'intrigue, où on va se dire oula mais attends parce que ça c'est lié à ça et ça là il s'est passé ça, etc. Il va vraiment y avoir plein de choses qui vont être mises ensemble en fait pour vraiment construire cette intrigue qui jusqu'à la fin elle monte et à la fin il y a une résolution, il y a un cliffhanger et boum, fin du texte et t'es là wow, ok pardon. Vraiment jusqu'à la fin la tension elle monte, tu sais pas jusqu'où ça va monter, tu sais pas jusqu'à quel moment tu vas avoir des indices, tu vas avoir des choses à découvrir, etc. Jusqu'à la fin il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place, qui sont hyper intéressantes, hyper bien ficelées aussi. Et en fait à la fin on a ce cliffhanger où on se dit ok, waouh, ok pas mal. Donc vraiment cette tension grimpante qui atteint son paroxysme à la fin et boum juste après cliffhanger, fin du texte, c'est très bien ficelé, très bien mené, le rythme il est pas trop soutenu mais en même temps pas trop lent, c'est vraiment assez constant, c'est très agréable à lire, c'est très agréable à suivre, vraiment on dirait qu'il est pas très long comme ça mais il y a quand même du texte à l'intérieur hein. C'est vraiment un beau bouquin. Alors au-delà du fait que ce soit un bel objet livre, c'est une belle œuvre, je trouve que c'est bien ficelé. On retrouve quand même beaucoup la patte de Daniel L. Jensen, notamment si vous avez lu Le Pont des Tempêtes, on retrouve sa patte. Moi j'adore, j'avais adoré Le Pont des Tempêtes et je trouve que c'est hyper agréable à lire, hyper agréable à suivre. Ces personnages ils sont bien menés, ils sont bien ficelés et moi j'ai adoré, j'ai hâte d'avoir la suite. Mais en même temps je suis hyper triste parce que j'ai vu qu'il venait seulement de sortir en anglais, donc je sais pas quand est-ce qu'il sortira en français, mais comme j'ai lu le tome 1 en français, bah je vais lire la suite en français évidemment. Donc je pense qu'on a encore pas mal de temps à attendre avant d'avoir la suite. Les seuls petits points négatifs que j'aurais à dire sur ce texte, c'est notamment le fait que je trouve qu'il y avait un peu trop d'indices à certains moments, il y avait trop de choses répétées, trop de choses où au début on se dit bon c'est un détail, et finalement c'est répété plusieurs fois et on se dit ok bon j'ai compris, c'est un détail qui est important pour la suite. Et je trouve que c'était un peu trop à certains moments. C'était pas gênant dans la lecture ou quoi que ce soit, mais ça a fait que la fin, finalement, elle est relativement prévisible. On a vraiment ce truc à la fin de se dire genre...
ah oui, bah voilà, bah en fait tous les indices menaient à ça, je m'en doutais quoi. Donc à part ce petit truc là et le côté un petit peu parfois trop intrépide de Freya qui n'hésite pas à risquer sa vie sans arrêt. C'est vrai que Freya des fois elle avait des comportements, tu te dis oui bon, en vrai de vrai, moi je risquerais pas ma vie autant quand même. Il y a des fois sa vie elle est mise en péril pour finalement des petits détails, des petites choses un petit peu insignifiantes et tu te dis oui bon, n'abusons pas quand même, t'as pas envie de crever juste pour ça quoi. Et en même temps on évolue dans un monde qui ne lui fait pas de cadeaux en fait vraiment, et c'est un monde qui est hyper cruel, qui est hyper froid parce que vraiment on est dans les pays nordiques quoi, donc on est en plein été mais à un moment donné ils sont en haut d'une montagne, elle manque de perdre ses orteils, t'es là oui bon sympa l'héroïne sans orteils, ça risque de devenir compliqué pour la suite, mais vraiment ce monde il est assez plausible en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on suit et qu'on se dit oui bon c'est de la fantaisie mais ça reste quand même bien mené, ça reste quand même hyper logique, il y a plein de choses qui se passent, on se dit oui bah vu l'univers dans lequel on évolue, c'est logique. C'est pour toutes ces raisons que je trouve que voilà, ce livre, Un destin ancré dans le sang, est une bonne lecture. On a des bons personnages, on a une bonne intrigue, on a une belle histoire, on a des beaux messages et on a un cliffhanger qui nous donne envie de connaître la fin à 10 000%. Voilà ce qui conclut cette vidéo, les recos de Soso. Donc ce sera la première vidéo d'une série, je sais pas, je verrai ce que j'ai envie de recommander. Parce que j'ai plein de belles lectures dont j'ai pas forcément parlé encore, que j'ai adoré et dont j'ai envie de parler et il faut que ça sorte. Donc voilà, là c'était le premier d'une série de vidéos, les recos de Soso. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils ou des petits commentaires à faire, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis tout oui. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de matinée, après-midi, journée, nuit. Je vous fais un petit bisou et puis à bientôt. Bisous, bye!